Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon, je Alors, Hop. bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur l'impact qui fait partie des webinaires sur la démarche startup. On a donc initié une série de webinaires en début d'année. Donc peut-être vous avez eu l'occasion de suivre les deux premiers. Sinon, bon, on vous enverra le replay. Donc c'est comme vous l'avez vu. Donc en fait, ce webinaire est enregistré comme les deux précédents. Donc, mi-janvier, il y avait eu un webinaire sur comprendre l'écosystème, donc tout ce qui était revue de l'existant, entretien avec les experts du domaine, cartographie des parties prenantes et comment organiser sa recherche. Une semaine après, on en a fait un sur l'écoute et l'observation des utilisateurs, donc recherche utilisateur, bonne pratique, posture, repères méthodologiques. L'idée de ces webinaires étant de vous fournir à la fois des notions clés sur des thèmes qui sont essentiels dans l'approche produit, donc l'approche qu'on va détailler après, et de faire le lien aussi avec des supports de documentation divers et variés, pareil, sur lesquels on reviendra plutôt en fin de webinaire. Donc aujourd'hui, on est là pour la formulation et la mesure de l'impact avec Audrey. Donc quelques mots peut-être sur nous deux. Donc je commence, Paloma Facarol, donc lead UX designer au sein du ministère, donc au bureau d'accompagnement opérationnel à la transformation, rattaché à la sous-direction d'innovation et des données, et on fait partie de la DTNU, donc direction de transformation numérique. Donc moi je pilote l'équipe de 3, 4, 8 designers selon qu'on est un alternant ou pas au sein du BAOT. Les missions du bureau consistent à accompagner des sujets en mode produit avec une démarche centrée utilisateur, et on a aussi des missions transverses dans le cadre desquelles on fait des webinaires qui portent plus sur la culturation, mais comme je disais, voilà, il y a aussi de la doc, de la documentation, des outils qu'on met à votre disposition. Donc ce n'est qu'un petit aperçu de tout ce que l'on fait, et je laisse la main à Audrey à Audrey Tellem pour se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Audrey Tellem. Je suis UX designer donc, dans l'équipe de Paloma. Je ne vais pas resituer où ça se situe dans la détenu. Et mon travail, en fait, au quotidien, c'est de faire en sorte que tous les produits numériques qui sortent de nos services soient adaptés aux utilisateurs finaux, donc les personnes qui vont les avoir entre les mains. Et pour ça, on va vous expliquer un petit peu comment on procède, en vous parlant un peu de la démarche pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. Et voilà. Merci Audrey. Donc, alors, petit aperçu de ce qu'on va voir. Le webinaire va durer à peu près 1 heure et demie. Il y a pas mal d'informations. Pour la petite histoire, c'est la première fois qu'on propose ce webinaire. Donc, bon, on fait appel à votre indulgence. Et bon, voilà, on va essayer de tenir les délais, mais en gros, voilà, 1 heure et demie. Donc, une introduction sur l'approche centrée utilisateur et la séquence Take Me Up. Donc, pour ceux qui avaient assisté au précédent webinaire, ben, ça va être un peu une redite, mais on a recontextualisé un petit peu par rapport au sujet. Une partie sur les définitions, sur les notions clés à retenir sur l'impact, pourquoi l'impact est important, la posture à adopter pour réussir au mieux à mener voilà, ce travail, et une grosse partie sur le comment faire. L'idée, c'est de vous donner des éléments pour pouvoir mettre en œuvre en fait à partir des notions, mais vraiment après les utiliser, les mettre en pratique. Donc en 3 parties, initier, mesurer et utiliser. Et on finira avec une session de questions-réponses et vous indiquera les ressources si vous voulez en savoir plus. Voilà. C'est vrai que c'est là, donc je poursuis. Alors, introduction sur les notions clés. Ah oui, petite consigne, pardon, avant qu'on débute. Donc, je vois que tout le monde a son micro coupé, donc c'est parfait. Donc, bah voilà, si on voit qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route et puis qu'on leur micro ouvert, on leur signalera. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les indiquer dans la discussion publique, dans le chat. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin sur les questions-réponses. Et je pense que voilà, c'est bon, on peut y aller. Alors, petit retour sur l'approche qu'on a à la SDID dans la manière dont on accompagne les sujets. Donc là, que vous soyez intrapreneur, faisant partie d'un groupe de travail qu'on accompagne, ou
peut-être des personnes qui s'intéressent au sujet, qui n'ont pas forcément entendu comment on fonctionnait. On revient un petit peu sur cette nouvelle manière de concevoir l'action publique. L'idée étant de garantir que les services que l'on va construire, produire, vont répondre à un vrai problème. Et pour ça, on va s'assurer que ces produits soient utiles, utilisables et utilisés. Alors, le triptyque des 3 U, on va en parler pendant 1 heure et demie, donc je ne rentre pas dans les détails. On va y revenir, mais vous verrez, c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie sur toute la démarche, et les 3 sont importants. Trois éléments aussi à retenir, c'est le premier, c'est que le besoin des utilisateurs est prioritaire sur les besoins de l'administrateur. Donc, on va vraiment se focaliser sur les besoins des personnes qui sont concernées par une problématique et qui donc vont utiliser un produit ou un service. Le deuxième sur lequel on va vraiment se focaliser cet après-midi, qui est le fait que l'équipe travaille sans préjuger à l'avance du résultat final et qu'elle est guidée, pilotée par l'impact. Et la troisième notion, qui est aussi très importante, c'est que le mode de gestion de l'équipe repose sur la confiance. On reviendra aussi sur cette notion d'équipe plus en détail par la suite. Alors, petit retour aussi sur la séquence Take Me Up. Donc là, je ne sais pas s'il y a des intrapreneurs, mais bon, du coup, c'est l'occasion d'expliquer. Il faut savoir que donc là, les sujets qu'on accompagne pour l'instant, et c'est pourquoi on fait ces 3 webinaires, ils sont actuellement dans ce qu'on va appeler la phase d'investigation. Mais en amont de cette phase, ils ont été sélectionnés via différents, on va dire, moyens. Donc, c'était des hackathons en ATE ou des appels à idées directement auprès des agents. Donc ça s'est plutôt déroulé fin 2024. Donc c'est toute la partie de recueil d'idées. Après, les idées qui avaient été sélectionnées, donc je ne sais plus combien il y en avait, 5 ou 6, me semble-t-il, non, 3 ou 4. Bon, je me perds dans les chiffres, c'est pas très important. Donc, on pu participer à un innovaton donc, pendant 2 jours. On a donc c'était à la fois une sorte d'embarquement de la démarche et on commençait déjà les travaux pratiques. Donc 2 jours au lieu de la DITP. Et là, pendant 3 mois, donc à partir de fin novembre, début décembre plutôt jusqu'à mars, on est en plein dans la phase d'investigation où l'idée, c'est vraiment de comprendre le contexte, le problème du point de vue de l'utilisateur, de valider le problème, de définir un périmètre de conception. Ensuite, il y a une phase de conception où là, on va plutôt s'intéresser à la solution et aller sur le terrain faire des tests utilisateurs. Et après, la phase de construction, où là, va développer un produit qui sera plus pérenne et qui va être mis à disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Ce qui est important aussi à noter, c'est que en fait, entre chacune de ces phases, dont là, la durée est assez, c'est une durée indicative, mais on va dire c'est à peu près 3 mois, il y a des jalons importants que sont les PI planning ou des comités où la décision de poursuivre ou pas la start-up, le sujet, l'accompagnement va être décidée à ce moment-là. Donc voilà, donc là la frise, c'est plutôt pour vous donner un petit peu une idée du phasage, sachant que des fois les choses ne sont pas forcément tout à fait dans cet ordre, se chevauchent, sont plus ou moins longues, donc c'est plus pour vous donner une idée. Alors, pour faire le lien avec ce qu'on a vu précédemment, donc on va faire le focus sur 2 étapes importantes que sont l'investigation et la conception en s'appuyant sur une approche du design thinking, l'approche du double diamant. Alors, pourquoi diamant? Parce que vous voyez, en fait, il y a une phase de divergence, d'ouverture. Donc, sur la phase d'investigation, on se focalise sur le problème où on cherche à définir le quoi, ce qu'on va résoudre. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre en fait ce qui se passe sur le terrain. Donc à la fois en termes d'écosystème, qu'est-ce que le problème et tout ça du point de vue de l'utilisateur. Donc on va aller collecter énormément d'informations, que ce soit la revue de l'existant ou les entretiens, les immersions. Donc là, c'est voir les 2 précédents webinaires. Je fais un petit peu de promotion. Et une fois qu'on a collecté suffisamment d'informations, en fait, on va refermer les choses, on va converger pour essayer de réfléchir à définir quelle est la problématique qu'on veut résoudre, le public qui est concerné, le tout pour avoir un périmètre de conception qui soit suffisamment petit pour être prise en charge par une équipe de petite taille. On n'a pas beaucoup de temps et l'idée, c'est d'aller assez vite, de trouver une solution qu'on puisse tester rapidement sur le terrain. Donc, c'est cette idée un petit peu de MVP
bon, dans lequel je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on commence petit et puis au fur et à mesure, on élargit en prenant sans cesse des infos sur le terrain. Donc, on arrive dans la deuxième phase qui est plus la partie solution, où là, on va de nouveau avoir une phase d'ouverture, on va concevoir et pareil, la livraison, donc là, on refait. Vous voyez qu'il y a un petit symbole là, un petit peu itératif, parce que, en fait, vous l'aurez compris, si vous avez vu les précédents webinaires, vous le savez peut-être déjà, mais cette approche, elle est itérative. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une idée, on va prototyper quelque chose, on va aller sur le terrain, récupérer des retours, mesurer en fait l'impact, enfin les effets qu'a eu cette solution, ce prototype, pour améliorer et ainsi de suite. On voit aussi, et ce qui est intéressant, les petits doigts avec, enfin jaunes, là, les mains avec les doigts. Ça, c'est ce qui, on a voulu essayer d'indiquer à quel moment on parlait d'impact en fait dans ces phases. Et on voit qu'on parle d'impact finalement dès l'investigation. Alors, il faut déjà avoir une idée du problème, et ça Audrey le détaillera après, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête très vite. Et après, tout le reste, enfin, que ce soit dans la conception, dans la construction, il faut que ça devienne en fait une habitude. C'est vraiment quelque chose qui doit vous guider, qui doit être une boussole. Donc, on commence doucement et puis au fur et à mesure, voilà, ça doit vraiment vous imprégner en quelque sorte. Alors, en parlant, oui, d'accord. Donc, là, on a vu la démarche et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des définitions. Alors, je regarde s'il y a des questions en attendant. Ok, très bien. Ouais, j'accélère. Donc, les définitions. Alors, peut-être déjà rappeler ce qu'est l'impact. Alors, on est reparti d'une définition finalement physique. L'impact, c'est la collision entre deux corps. Donc, on imagine, comme sur la photo, une goutte d'eau qui tombe sur une surface d'eau toute calme, toute plane. Bon, généralement, il va y avoir des ondes, enfin, ça va créer une perturbation. Et puis, le milieu, le corps sur lequel est tombée la goutte d'eau, il va revenir à son équilibre. Donc finalement, ce qu'on pourrait retenir quand on parle d'impact, c'est souvent synonyme de conséquences, d'influence ou de répercussion. Si on l'adapte à notre contexte, plus de start-up d'État, de services numériques, on pourrait le définir ainsi, c'est l'ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, et durables, qui sont engendrés par les réalisations de l'équipe. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'impact, il est multifactoriel. C'est peut-être de nature environnementale, économique, sociale ou culturelle. Il peut y avoir aussi des impacts qui sont positifs et ou négatifs. Et les implications peuvent être à court ou à long terme. Donc il y a cette idée de temporalité là aussi sur laquelle on va revenir pas mal sur la suite. Et si on devait définir en deux éléments ce qu'est un produit à impact, c'est il va transformer concrètement la réalité, la vie quotidienne, et il résout un vrai problème. Alors pourquoi être guidé par l'impact? Voilà, on est dans le service public, donc notre but, c'est avant tout de répondre aux besoins des citoyens, d'améliorer leur qualité de vie. Donc en fait, la gestion, en tout cas de s'intéresser à cet impact, c'est de voir, de vérifier l'utilité de ce que nous faisons au regard des moyens engagés. Ça, c'est évidemment important. Alors, comment être guidé par l'impact? Et ben là, on repart sur ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la fameuse règle des 3 U, utile, utilisable, utilisé. Donc, qu'est-ce qu'un produit utile? C'est un produit qui va devoir satisfaire un besoin de l'utilisateur, qui va permettre d'accomplir une tâche ou de réaliser un objectif. Utilisable, c'est que l'utilisateur doit pouvoir utiliser le produit qu'on lui propose. De manière agréable, simple et efficace. Et utiliser, c'est que le produit soit adopté. Et on va voir que les trois sont importants et qu'on ne peut pas les dissocier en fait. On ne peut pas s'intéresser à l'un ou à l'autre. On ne va pas s'intéresser à tout forcément en même temps, mais il est essentiel d'avoir bien ces trois piliers en tête. Alors, pourquoi piloter par l'impact? Pour 4 raisons, enfin en tout cas on a identifié 4 raisons importantes. Tout d'abord, mesurer l'efficacité des politiques publiques. Donc, est-ce qu'on répond effectivement aux attentes des citoyens? Est-ce qu'on résout des problèmes de fond? Autre élément, responsabiliser et être transparent. Donc, c'est comprendre l'utilité, permettre aux citoyens de comprendre l'utilité des services publics et puis favoriser la transparence et la confiance.
Troisième point, ajuster les priorités. C'est-à-dire que ça va nous permettre de faire des arbitrages, de pivoter ou même d'arrêter un sujet qui n'aurait pas les résultats escomptés. Et le quatrième point, c'est de motiver l'équipe, c'est-à-dire d'avoir une boussole, d'avoir une vision commune et partagée, et de permettre aux équipes d'être plus en connexion avec leur mission. Donc évidemment, s'il fallait résumer ce qu'est un service piloté par l'impact, c'est se focaliser sur la valeur qu'il crée pour la société. Alors, à quel moment on s'intéresse à l'impact? En fait, tout le temps, tout au long de la vie de la startup. On l'a vu avec le double diamant, donc je ne rentre pas forcément dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une démarche statique ni dynamique, c'est itératif. On doit s'adapter à son contexte, à ses moyens et à l'évolution du produit. Donc là, on vous a remis la frise, mais pareil, vous voyez qu'il y a à chaque phase, en fait, des actions à mener. Je ne rentre pas dans le détail, on manque de temps. Alors, pour réussir tout ça, des éléments de posture pour réussir. Donc, partir d'un vrai problème, on l'a déjà vu, on va revenir en détail. Itérer, s'interroger régulièrement, se projeter. La notion de temps, voilà, de se dire qu'est-ce que je vais améliorer, quel impact je peux avoir dans 3, 6 mois, c'est essentiel. Être impliqué, ça concerne chaque membre de l'équipe. L'impact n'est pas l'affaire d'une personne, d'un intra ou d'un PO, mais de l'ensemble de l'équipe qui travaille sur le sujet. La curiosité, s'inspirer d'autres startups ou d'autres modèles, que ce soit dans le privé ou dans le public. D'ailleurs, voilà, il faut avoir cette ouverture, cette curiosité. Adopter une routine, c'est ce dont on parlait, c'est l'idée d'être imprégné par l'impact, de vraiment que ce soit un réflexe en fait, à force, de persévérer, de s'adapter. Ce ne sera pas toujours évident et des fois, il faudra persévérer ou alors se dire là c'est pas la bonne direction, donc ça va nécessiter aussi de prendre du recul, de faire un pas de côté. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à avoir en tête. C'est des éléments qu'on avait déjà vus auparavant sur les postures à adopter sur les autres sujets, mais voilà, il y a des choses sur lesquelles on va revenir. Et je passe la main presque dans les temps à Audrey. Ça va, tu t'es bien rattrapé. Alors, je vais reprendre la main, hop, sur la présentation pour pouvoir passer les slides. Normalement, c'est bon. Hop. Alors, du coup, donc, toute cette démarche en fait concernant l'impact, elle se dispatche en fait en 3 grands temps. Donc, ça va être un petit peu comme ça qu'on a divisé la présentation. On va commencer d'abord par tout ce qui concerne l'initiation en fait de cette démarche de mesure d'impact. On va parler de la problématique, on va revenir sur la formulation de la problématique et comment en fait ça fait un miroir avec l'impact. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, donc ce sera tout ce qui concerne la mesure à proprement dit de l'impact, comment on la mesure et avec quoi. Et ensuite, dans un troisième temps, on verra comment justement utiliser toutes les données qui permettent justement de, une fois qu'on a mesuré cet impact, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut agir avec ça. Alors, en ce qui concerne donc la première étape, donc comme je vous le disais, donc le lien entre la problématique, donc le problème de départ et l'impact est très 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 fort. Ça, on va le détailler par la suite. Donc, pour connaître le problème, donc déjà, on va repartir sur une définition basique de qu'est-ce qu'un problème. Donc ça, c'est des slides que vous avez peut-être déjà vus si vous avez assisté à nos précédents webinaires, mais ça fait toujours une bonne petite piqûre de rappel. Donc le problème, en fait, c'est une situation, tout simplement, dans laquelle il y aura des obstacles qui vont empêcher d'avancer ou de réaliser ce qu'on souhaite faire. Ça, c'est la définition générale. Dans notre contexte, en fait, et dans le contexte notamment du ministère de l'Intérieur, là, le but, ça va être de se dire, aujourd'hui, quels sont en fait les problèmes qui sont rencontrés, que ce soit par les agents ou par les usagers, donc dans le cadre des missions des agents, et comment en fait on pourrait agir dessus. Et si on agit dessus, en fait, quel est l'effet escompté par ce qu'on va mettre en place. Donc c'est un petit peu la chose qu'il faut garder en tête quand on parle de problème de départ. Donc ça peut être très vaste. Ensuite, pour rappel, donc qu'est-ce qu'un bon problème? On a 3 composantes. Il faut que le problème soit réel. En fait, il faut qu'il soit basé sur des faits concrets. Il faut qu'il soit majeur. Donc, dans quelle mesure on peut relever potentiellement des souffrances chez les utilisateurs, donc les personnes dont on parle, qui sont concernées par ce problème? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent? Et est-ce que c'est quelque chose qui s'aggrave en fait avec le temps, qui s'amplifie? Et enfin, la troisième composante, c'est le fait qu'il faut que ce problème soit actionnable. Est-ce qu'il est assez spécifique? Est-ce que son énoncé est clair? Et est-ce qu'il est conscient chez les personnes qui sont impactées?
Oups, alors j'ai un peu de mal à cliquer sur les... Hop là. Je vais passer sur les exemples parce que c'est des choses dont on a déjà parlé. Si vous avez, et de toute façon, on va vous donner des exemples ensuite dans la suite du webinaire. On vous invitera de toute façon à retourner voir sur certaines notions le webinaire précédent sur tout ce qui était écoute utilisateur parce que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup développées. Ce qui est important de retenir, c'est que pour pouvoir avoir un bon problème et pour être sûr d'avoir toutes les composantes en tête de ce problème-là, en fait, on conseille d'utiliser une formulation qui fait sous forme de phrase. Donc, c'est le modèle que vous allez voir, que vous voyez juste en face. Le modèle, il regroupe une seule catégorie d'utilisateurs. On parle d'un type d'utilisateur à la fois. On mentionne un seul irritant à la fois aussi, une seule conséquence, et une seule cause source, la cause racine. Donc, pour rappel, la phrase, c'est « en tant que utilisateur X, Y, Z ». Ensuite, on formule l'irritant. C'est pénible de, je n'arrive pas, etc. Donc, il y a plein de façons de formuler un irritant. Et la troisième partie, c'est parce que, c'est la cause. D'où vient en fait cet irritant? Quelle est la cause racine de cet irritant? Pour pouvoir justement ensuite formuler l'impact, on va repartir de cette formulation de la problématique. Il faut savoir qu'il y a un lien très 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 étroit, comme je vous le disais, entre le problème et l'impact. Le problème, concrètement, c'est ce qui se passe dans le présent. Donc, quel est le problème qu'on rencontre aujourd'hui? Et l'impact, c'est ce qui se passera dans le futur. Donc, quelles seront les conséquences positives et possiblement négatives? Parce qu'effectivement, quand on fait bouger quelque chose, on essaie d'aller vers quelque chose de mieux. Potentiellement, on fait bouger d'autres choses. C'est pas dit qu'il n'y ait pas des problèmes un peu, des problèmes collatéraux en fait qui vont être causés par l'action qu'on va mener. Donc, c'est aussi des choses à garder en tête. Donc, quelles seront les conséquences positives et négatives de la résolution de ce problème? Et en fait, c'est une articulation qui se fait toujours en corrélation entre les deux. On part du problème présent pour aller dans le futur vers quelque chose de mieux. Pour formuler l'impact, vous remarquerez, on dirait exactement la même slide que celle sur la formulation du problème, et c'est volontaire parce qu'en fait, c'est exactement la même façon de penser. Pour rédiger correctement la formulation de l'impact, on va avoir plusieurs éléments à avoir en tête. Donc le quoi, donc c'est l'effet souhaité ou induit par l'existence de la future solution. Il y a le comment, donc c'est les raisons pour lesquelles ces effets vont se produire, et ça rejoint un petit peu les causes racines qui vont être traitées par la solution. Et ensuite, il faut se dire un seul impact est formulé à la fois. Comme une problématique, on parle d'un seul impact à la fois. Ça ne veut pas dire que votre produit ou votre solution, en fait, aura un seul impact. Il y en aura sûrement plusieurs. Il y aura plusieurs volets. Mais dans la formulation, c'est important de les prendre un par un parce que c'est des choses qu'on ne va peut-être pas mesurer de la même manière. Et c'est pour ça que c'est important de les dissocier. Et petite précision importante, il n'est pas nécessaire à ce stade d'avoir défini en fait une solution, d'avoir une idée de solution, de se dire ce sera une application, ce sera un site, ce sera un process, etc. On peut déjà entamer cette réflexion avant même d'avoir déterminé quelle sera la solution future potentielle pour résoudre le problème. Donc comme tout à l'heure, la tournure de phrase se fait en plusieurs temps. Et elle peut se formuler de cette façon. Donc, si la solution, entre parenthèses, un produit ou un service, on parle de solution au sens large, sortez demain. Dans X temps, donc là on peut se fixer une deadline à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, en fait, pour regarder en fait les effets observés. Elle aura contribué à, donc ça c'est l'impact, donc l'effet que ça va produire. Donc potentiellement, donc en termes d'exemple, on a amélioré, diminué, augmenté, simplifié. Donc il y a plein de façons en fait de pouvoir avoir de l'impact. Et ça on le verra après. Parce que, et là, en fait, on va formuler quelles causes racines ont été adressées et comment. Donc voilà un petit peu pour l'articulation entre la problématique et l'impact. Du coup, on vous a mis un exemple. Et si vous avez vu les webinaires précédents, vous allez vous rappeler potentiellement de cet exemple. Le problème de la voiture qui ne démarre pas. Donc, on repart en fait de la problématique. Déjà, pour bien creuser sa problématique et pour aller au fond des choses, on applique la méthode des 5 pourquoi. Donc, je vais vous le décrire là pour l'exemple de la voiture qui ne démarre pas. Donc, pourquoi la voiture ne démarre pas? Parce que la batterie n'est pas chargée. On repart de cet irritant. Pourquoi la batterie n'est pas chargée? L'alternateur ne fonctionne pas. Pourquoi cet alternateur ne fonctionne pas? Parce que la courroie de cet alternateur est cassée. Pourquoi est-ce qu'elle est cassée? Parce que j'ai dépassé la durée préconisée par le constructeur et la courroie en fait a fini par s'user. Pour quelle raison est-ce que j'ai dépassé la durée préconisée par le constructeur? Parce que je ne savais pas où trouver les préconisations du constructeur. Et en fait, en creusant comme ça, en descendant
au niveau des strates, on arrive à la cause racine. Et la cause racine, en fait, c'est le problème qu'on va chercher à adresser et sur lequel on va essayer d'avoir de l'impact pour justement pouvoir résoudre et améliorer la situation de départ, donc le problème. La formulation du problème, comme on l'a énoncé tout à l'heure, donc c'est en tant que propriétaire, conducteur, potentiellement, du modèle de voiture XYZ, peu importe laquelle d'ailleurs, ça me coûte cher, donc ça c'est l'irritant, de remplacer la courroie de l'alternateur de mon véhicule, car je n'avais pas connaissance des préconisations du constructeur en matière d'entretien. Donc ça, c'est la formulation de la problématique par rapport à l'irritant qu'on souhaite adresser. Ensuite, là, on va se retrouver donc sur une logique de miroir. La formulation du problème va permettre de formuler l'impact. Donc, en tant que propriétaire conducteur, ça me coûte cher de remplacer la courroie d'alternateur car je n'avais pas les connaissances des préconisations du constructeur en matière d'entretien. Ce qui nous donnerait comme impact, si la solution sortait demain, dans 6 mois, elle aurait contribué à faire diminuer le nombre de véhicules ayant des courroies d'alternateur cassées parce que les préconisations du constructeur auront été rendues plus accessibles, visibles aux propriétaires conducteurs du modèle de voiture X. Donc ça, en fait, ça nous permet de faire le lien entre l'irritant et la réponse à cet irritant pour pouvoir ensuite dégager une solution. On a en vert, donc, faire diminuer le nombre de véhicules ayant des courroies d'alternateur cassées. Donc ça, c'est pour le coup, c'est l'effet en fait qu'on cherche à atteindre. Donc ça, c'est l'impact qu'on cherche à avoir. C'est la façon dont on va le mesurer en fait cet impact. Et on se fixe quand même un délai pour pouvoir se dire, ok, entre le moment où j'ai sorti ma solution et aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. En fait, le but, c'est de pouvoir voir l'évolution et de partir d'un point de départ et d'aller vers un point futur pour pouvoir comparer en fait ces deux moments. Pour ce faire, juste un instant. Donc pour ce faire, on vous préconise en fait 2 types d'ateliers. Donc on ne va pas rentrer dans le détail absolu de ces ateliers, mais juste pour vous donner une petite indication. On peut utiliser l'atelier qui s'appelle Remember the Future. Donc en fait, le principe, c'est d'imaginer l'avenir comme si on en revenait, donc un peu comme dans Retour vers le futur, si vous avez reconnu la fiche du film tout à l'heure, afin de repenser les actions à entreprendre aujourd'hui. Donc le but, c'est de changer un peu notre vision actuelle et de construire en fait des récits motivants et de réussir à se projeter un peu dans l'avenir et de se dire ok, bon très bien, on est face à un problème qui a l'air très complexe aujourd'hui. Dans l'idéal, comment je me verrais en fait résoudre ça? Et ensuite, effectivement, ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles, donc de partir en phase de divergence en fait des idées. Donc c'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'idéation en phase de conception. Donc ça, c'est le premier atelier. Et ensuite, le second, c'est ce qu'on appelle la cover story vision. Donc là, le principe, c'est d'imaginer un article de presse futur qui célébrerait en fait un succès ou une réalisation de votre équipe. Donc là, le but, ça va être de clarifier la vision. Donc on visualise concrètement les objectifs à atteindre sur du long terme et ça permet d'inspirer à l'action. Donc pareil, dans les 2 cas, en fait, c'est des choses qui permettent de se projeter et d'ouvrir un petit peu nos chakras sur la façon dont on peut atteindre ces objectifs pour l'impact. Pour mener à bien cette première phase en fait de formulation de l'impact et de le mettre en corrélation avec la problématique, il y a des livrables sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc à partir du moment où vous avez entamé cette démarche en fait de start-up, normalement à ce stade, vous devriez déjà en avoir 2, donc qui sont le Lean Business Case. Donc en fait, c'est un document qui décrit précisément comment le produit va créer de la valeur. Donc pareil, je rentre pas dans le détail, c'est des choses que vous allez pouvoir voir à tête reposée. Et ensuite, tout ce qui concerne les livrables concernant la recherche utilisateur. Si à partir de ce moment-là, vous avez déjà commencé à aller sur le terrain, interroger des personnes, à observer des utilisateurs, à avoir de la donnée qui remonte du terrain, tout ce que vous avez en fait sur la recherche utilisateur va vous permettre de commencer à réfléchir un petit peu à cette notion d'impact, à identifier la problématique pour ensuite se dire ok, très bien, les problèmes que je vois là aujourd'hui, comment potentiellement on pourrait les résoudre. Et ce que je précise encore, c'est que je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la formulation en fait de l'impact. Vous remarquerez que sur la dernière partie de la phrase, donc quand je disais parce que les préconisations du constructeur auront été rendues plus accessibles / visibles aux propriétaires / constructeurs du modèle de voiture X, là en fait, je ne parle pas vraiment de solution précise. C'est-à-dire que on parle de l'impact et de la façon dont on va arriver à adresser la cause racine. Par contre, je n'ai pas parlé de solution. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que je n'ai pas dit parce que j'ai créé une application, ou parce que j'ai développé un nouveau site, ou parce que j'ai créé un outil XYZ, parce que j'ai créé un outil numérique. En fait, potentiellement, il y a plein de façons de pouvoir
rendre plus visibles et accessibles les préconisations d'un constructeur. Ça peut passer par du numérique, par du non numérique, par des process, par de la communication. Enfin voilà, il y a plein de façons de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et à ce stade, on n'a pas encore vraiment besoin d'identifier précisément quelque chose, une solution, pour commencer déjà à réfléchir à cet impact. Le serait-ce que déjà se dire qu'on a en tête d'avoir compris qu'en fait le problème c'était que les préconisations n'étaient pas accessibles et visibles, c'est déjà très bien à ce stade. Ça permet en fait de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le solutionnisme et de partir sur des solutions qui ne seraient pas forcément adaptées pour répondre à la problématique de départ. Une petite chose encore, donc en ce qui concerne les bénéficiaires. Donc il y a une distinction très importante à faire entre ce qu'on appelle les bénéficiaires par rapport à ce qu'on appelle les utilisateurs. Donc un bénéficiaire, c'est celui qui reçoit un bénéfice ou une aide sans forcément utiliser un produit ou un service directement, alors qu'un utilisateur, c'est celui qui va interagir activement avec le service ou le produit. Donc là, on vous donne un petit exemple. Exemple, un enfant peut être bénéficiaire d'un programme éducatif sans être l'utilisateur direct de la plateforme en ligne. Tandis qu'un adulte qui va utiliser cette même plateforme pour enseigner, par exemple, sera, lui, l'utilisateur. C'est hyper important d'avoir en tête les bénéficiaires quand on est dans une démarche de réflexion sur l'impact. Parce qu'en fait, l'impact ne va pas être uniquement quelque chose qui va avoir un impact sur vos utilisateurs finaux, donc les gens qui vont utiliser le produit ou le service, la solution, mais du coup sur tout l'écosystème en fait qui les entoure et toutes les personnes qui seront impliquées par la résolution de ce problème, et donc les bénéficiaires. Et dans notre contexte, en fait, les usagers du service public français donc, sont bénéficiaires des politiques publiques. Ça, c'est vraiment au sens large. Tandis que les agents, en fait, qui vont utiliser les outils métiers, par exemple, nécessaires à la mise en œuvre de ces mêmes politiques publiques, en sont les utilisateurs, primaires ou secondaires, ça dépend. Donc voilà, c'est vraiment une distinction à garder en tête. Et pour parler d'impact, il faut penser à ces utilisateurs, bien sûr, primaires, secondaires, mais aussi, il faut toujours garder en tête qu'il y a des bénéficiaires qui vont bénéficier de l'impact justement de la résolution de la problématique. Hop, je vais passer à la slide suivante. Paloma, je pense que je vais te passer la main. Merci Audrey, je Déjà, pense que c'est ce que j'ai repris. ouais, Il y avait une juste, question. ouais, j'allais revenir là-dessus. Bah, vas-y. Madame Grimaud, Valérie Grimaud, qui demandait ne peut-on pas avoir plusieurs causes lors du premier pourquoi, donc je pense que c'est dans l'exemple qu'on a présenté, et d'autres causes à chaque niveau. C'est ça. Ouais. Tu veux que je réponde ou je te laisse? Oui, oui, vas-y, vas-y. Ok. Alors oui, en l'occurrence, on va se retrouver face à ce qu'on appelle un arbre à problème. C'est-à-dire que vous allez avoir un premier niveau. Ensuite, vous allez descendre et en fait, effectivement, vous allez peut-être avoir au niveau -2, trois causes. Et en fait, c'est chacune de ces branches qu'il va falloir ensuite aller creuser. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une multitude de niveaux et de strates. Et en fait, quand on a mis à plat un petit peu Alors, il y a l'image de l'arbre, donc ce serait plutôt inversé, hein, donc on a le tronc et ensuite on va dans les niveaux au-dessus. Ou alors si on parle des racines de l'arbre, bon, bah, là on le voit un peu dans le bon sens. On va se retrouver avec une multitude en fait de problèmes, et le but en fait quand on fait cette réflexion justement sur le problème et ce qu'on cherche à sélectionner, il va y avoir toute une démarche en fait de priorisation et de réflexion sur quel est le problème qui justement va être le plus impactant si on résout en fait ce problème. Et ça en fait, bah, justement, avant de se lancer un petit peu dans la démarche de recherche utilisateur, c'est quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire qu'on s'interroge longuement sur la problématique. Il y a toujours un système racinaire lorsqu'on cherche des causes. C'est exactement ça. Donc là, pour le coup, c'était pour vous montrer un peu la démarche de réflexion. Mais peut-être qu'à la fin, si on a un petit peu de temps, je pourrais vous montrer un arbre à problème, entre guillemets, qui montre un petit peu comment on peut, en partant d'un problème de départ, creuser, se retrouver avec plein de branches différentes et ensuite choisir un petit peu ce qu'on décide d'adresser, parce qu'effectivement, on ne peut pas traiter tous les problèmes à la fois. On va devoir faire des arbitrages et des choix avant de se lancer. Donc tout à fait, c'est exactement ça. Très bien. Du coup, alors on avance sur la partie mesurée, donc la deuxième partie des étapes qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, on va surtout s'intéresser, alors c'est un peu le cœur du sujet, parce qu'il peut prendre pas mal de temps, c'est lister, sélectionner les indicateurs pertinents, donc en équipe avec le sponsor, et toute la partie de collecte de données en fait pour alimenter les indicateurs. Donc
Si on regarde un petit peu finalement ce qu'on va faire dans cette partie, donc lister les indicateurs, oui, donc de manière assez large. Après, il va y avoir toujours pareil cette phase de priorisation, de se dire, voilà, quels sont les plus pertinents. Donc ça rejoint ce que disait Audrey aussi juste précédemment sur les problèmes. On va faire la même chose au niveau de l'impact. Mettre en place la collecte des données. Il ne s'agit pas juste de définir des indicateurs, il va falloir collecter des données pour pouvoir mesurer, évaluer. Et il y a une partie communication qui est assez importante parce que c'est que ce soit des bons ou des mauvais résultats, mais ces indicateurs, ils vous servent à piloter, mais aussi c'est l'idée de la transparence qu'on a vue tout à l'heure et de la confiance. Donc, c'est de pouvoir s'appuyer sur des éléments mesurables. Donc, ça concerne l'ensemble de l'équipe, on l'a vu tout à l'heure, donc l'équipe au sens large, c'est-à-dire l'intrapreneur, le coach, les développeurs, les UX designers, et puis il peut y avoir d'autres personnes dans l'équipe. Donc, c'est un travail qui va être fait ensemble. Et ça, c'est très important. Chacun doit se sentir impliqué et concerné et donner son avis. C'est un partage. Et le sponsor aussi qui doit être informé, qui peut aussi avoir son mot à dire et apporter des éléments de contexte sur ce sujet de la mesure d'impact. Les prérequis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'initiation, c'est avoir formulé l'impact et avoir identifié les utilisateurs et les bénéficiaires. Un petit focus sur les bonnes pratiques sur cette partie-là, c'est de prendre le temps, parce qu'on se conseille vraiment, c'est de prendre le temps de faire l'exercice jusqu'au bout. On verra ce qu'on entend par jusqu'au bout. Garder l'objectif en tête, le périmètre, le pourquoi on fait les choses. Donc là, on revient à ce qu'on vient de voir juste avant. Et de commencer petit. Pareil, l'idée, on monte à l'échelle. Et les points d'attention, c'est un peu, à contrario, c'est d'aller trop vite et de pas avoir de chiffres, de pas avoir de délai dans la mesure, de quantifier dans le temps, donc 3, 6 mois, 1 an, et pas avoir de moyens de mesure, de collecte des données, et d'oublier la priorisation. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, finalement, un peu comme tout à l'heure pour le problème et l'impact, une petite minute définition sur qu'est-ce qu'un indicateur. Donc, on imagine, vous êtes au sein d'une équipe, vous avez formulé l'impact à partir du problème, et là, vous passez à la définition des indicateurs. Un indicateur, c'est un outil d'évaluation et d'aide à la décision qui va être élaboré à partir d'éléments mesurables ou appréciables, permettant de considérer l'évolution d'un processus. Donc, on part bien d'un point A à un point B. Donc, c'est tout. Donc, on fait le lien avec cette histoire de 3 mois, 6 mois. Donc, c'est vraiment de voir l'évolution des actions qu'on aura pu apporter sur le produit et de l'impact sur la problématique. Alors, l'indicateur vont servir à plusieurs choses: évaluer, identifier, prendre des décisions, communiquer. On va voir qu'il existe différents types d'indicateurs et qu'il y a plusieurs critères qui doivent être remplis par l'indicateur pour qu'il soit efficace. Alors, qu'est-ce qu'un bon indicateur? En fait, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs angles, modèles possibles pour définir ce qu'est un bon indicateur. Donc là, on vous en a mis 3. L'idée, c'est en fonction des forces, d'utiliser le modèle qui sera le plus adapté à votre contexte. Donc ça, à voir aussi avec les coachs agiles. Donc je vais passer assez rapidement, mais sans trop rentrer dans le détail, mais on a mis donc les 4 A, donc 4 A pour attribuable, auditable, accessible, actionnable. Alors on va vous transmettre la documentation, c'est pour ça que je ne rentre pas forcément dans le détail. Donc il y en a peut-être que vous connaissez d'ailleurs déjà. Donc SMART, donc ça va être spécifique, clair et précis, mesurable. Là, on retrouve l'idée de la mesure, donc quantifiable, atteignable, donc réalisable, réaliste, donc en phase avec les ressources qui sont disponibles. Donc tout à l'heure, je parlais d'équipe réduite, de temps, on peut avoir différentes contraintes, et temporelle, donc toujours l'idée de délai précis. Et le troisième modèle qui est les métriques pirates ou AR, c'est le son que faisaient les pirates, pour la petite histoire. Donc là, c'est pour ceux qui l'ont déjà vu, on n'a pas mis le schéma, mais c'est le tunnel. Donc on part de l'acquisition qui est assez large. Après, on va réduire sur l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu.
Donc, comme j'ai dit, je ne rentre pas volontairement dans le détail parce que il y a des ressources assez nombreuses qui existent sur le sujet et dans la documentation, on aura peut-être des choses plus détaillées. Ce qui va nous intéresser, ce qu'on voulait vous partager, c'était parler des typologies, des catégories d'indicateurs. Donc là encore, on se repose sur les 3 U qu'on a vu tout à l'heure et on va rajouter une 4e catégorie. Donc l'utilité, utilisabilité, utilisation, redevabilité. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'on a vraiment 4 familles, 4 grandes catégories qu'on va détailler après et qu'on a en gros 2 types d'indicateurs, donc les KRI, donc les Key Result Indicators, qui sont des indicateurs clés de résultats. Donc là, on va pouvoir évaluer l'amélioration réelle d'une situation. Dans le cas de, donc c'est vraiment la partie utilité. Utilisabilité, utilisation, on va plutôt s'intéresser à des KPI, donc des indicateurs de performance pour mesurer la performance du produit ou de l'équipe au travers de l'analyse de comportement d'usager, par exemple. Et après, on a la redevabilité qui, elle, peut s'appuyer soit sur des indicateurs de résultats ou de performance. Je ne rentre pas trop dans les détails. L'idée, c'était plutôt que de vous montrer un peu la map, l'ensemble des familles de catégories. Et comme toujours, on ne va pas s'intéresser à l'un ou à l'autre, mais à l'ensemble des indicateurs. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc les indicateurs d'utilité. Donc finalement, je reviens à ce qu'on avait tout à l'heure, qu'est-ce qu'un produit utile? Un produit ou un service utile, il doit apporter une valeur réelle, il doit résoudre un problème initial, il va faire découler des conséquences positives, adresser des politiques publiques et servir l'usager. Donc on parle là dans ce cas-là d'indicateurs d'impact. Donc ils sont évidemment très importants et les questions qu'on va se poser, donc c'est comment pouvons-nous mesurer la valeur et la pertinence du service et comment pouvons-nous évaluer l'impact du service sur le problème visé. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Donc il peut y avoir plusieurs indicateurs d'impact. Les exemples, on en verra après, donc je passe un petit peu là-dessus. Les limites, les points de vigilance sur ce type d'indicateur, c'est que l'impact il peut être indirect, multifactoriel. Donc ça peut être difficile à mesurer dans un premier temps. Donc c'est pas l'indicateur qui va être le plus facile à déterminer au début. Mais en fait, l'idée, c'est déjà de poser des choses et de revenir dessus. Donc, vous voyez, on revient là sur le côté un peu itératif. Et l'indicateur, il peut être combiné avec des indicateurs de pilotage. Alors, dans cette famille d'indicateurs d'utilité, toujours dans cette idée de priorisation, il y a un moment où vous allez déterminer l'indicateur avec un L majuscule, l'indicateur d'impact principal. C'est ce qu'on appelle la North Star métrique, qui est en fait l'étoile du Nord. C'est ce qui va guider l'équipe, la start-up, le produit, tout au long de sa vie. Donc, c'est vraiment l'indicateur unique. Donc, on parlait de problème, un impact, un indicateur donc, principal. Qui est en fait, c'est la valeur principale que le service va apporter aux utilisateurs. Donc c'est ce qui nous guide, c'est l'objectif commun et c'est une métrique qui est stratégique. Donc là, il y a l'idée de priorisation, donc ce vers quoi l'équipe souhaite tendre, quel est l'usage prioritaire, donc on est vraiment sur une unique prioritaire principale, donc j'enfonce pas le clou, on a compris de quoi il s'agit. Donc la capturer l'effet du produit, mais pas forcément son impact. Donc on est sur quelque chose qui peut être peut-être difficilement atteignable. Et donc c'est ce qui nous guide, mais on ne peut pas se rattacher uniquement à cet indicateur, il nous faut d'autres indicateurs. Voilà, donc ça fait partie, donc c'est une sous-partie, on va dire, des indicateurs d'utilité. Donc c'est pour ça qu'on fait un focus spécifique, mais ça rentre dans les indicateurs d'impact. Après, on passe à l'utilisabilité. Donc là, qu'est-ce qu'un service utilisable? C'est un service qui doit garantir la disponibilité, la qualité, l'accessibilité, l'ergonomie et la convivialité. Donc en gros, on s'interroge sur comment on peut mesurer la qualité de l'expérience d'utilisation. Dans quelle mesure mon produit est facile à utiliser ou non. Donc là, généralement, il y a plein d'exemples. C'est un indicateur qui est généralement plus facile à
à identifier, et souvent il y en a beaucoup. Par contre, attention, ce sont des indicateurs de connaissance des utilisateurs et des usages. Donc, ça ne permettra de traduire l'intention de l'équipe ni l'impact dans le réel. Donc là, on en revient plus à ce qu'on a vu avant sur l'utilité. Ce sont des indicateurs qui peuvent être influencés par des biais et qui ne vont pas refléter forcément les conditions réelles d'utilisation. Donc, peut-être plus facile à déterminer, mais voilà, c'est pas l'impact réel, donc on comprend déjà un petit peu l'idée qu'il faut combiner plusieurs indicateurs ensemble. L'utilisation, donc on l'a vu tout à l'heure aussi, donc qu'est-ce que un produit qui est utilisé? Donc c'est un produit qui va capter l'attention, qui va convertir et être effectivement utilisé par les utilisateurs, donc qui a l'idée d'adoption en fait, d'être utilisé dans le temps, pas juste one shot, mais vraiment dans le temps. Donc là, on parle aussi d'indicateurs d'usage. Donc, les questions qu'on se pose, c'est comment on peut mesurer le comportement des utilisateurs? Est-ce que le service est utilisé au long cours, donc l'évolution dans le temps? Est-ce que ce produit ou cette fonctionnalité est vraiment utile pour les utilisateurs? Et est-ce que le service est adopté tout simplement en fait? Là encore, beaucoup d'exemples que je ne vais pas citer, vous verrez ça dans la documentation. Donc, ce sont des indicateurs de connaissance des utilisateurs et des usages. Et pareil, comme tout à l'heure avec l'utilisabilité, ils ne vont pas permettre de traduire l'intention de l'équipe ni l'impact dans le réel. Ils sont souvent combinés avec l'utilisabilité, mais ce sont deux choses différentes, donc on les a distingués. Et pour finir, l'indicateur de redevabilité, donc là, c'est l'idée, c'est plutôt pour l'organisation de rendre compte des actions et des décisions à un public et des parties prenantes. Donc là, on en revient sur le premier pilier qu'on a vu tout à l'heure, que je retrouve rapidement, qui est mesurer l'efficacité des politiques publiques. Responsabiliser, etc. Donc, en gros, c'est comment on va mesurer nos efforts. Donc, nous, c'est l'équipe. Et c'est un indicateur de moyens qui va permettre d'évaluer les actions entreprises plus que leurs effets réels. Mais c'est un indicateur qui est aussi important de suivre. Donc voilà, il n'y a pas de questions. Donc, je poursuis. Alors, là, on vous a montré un petit peu les familles d'indicateurs, mais l'indicateur, il peut aussi avoir plusieurs caractéristiques. Et là, quand on parlait de faire le travail jusqu'au bout et de prendre le temps de le faire, c'est à ça que je faisais allusion. Donc, il y a l'indicateur, il est caractérisé par un type d'indicateur. Donc, on l'a vu, ça peut être un indicateur d'utilisabilité, d'utilité, de redevabilité, etc. À quoi sert cet objectif? Enfin, à quoi sert l'indicateur, pardon? Quel est son objectif? Donc ça, c'est important de le définir. Ça va être aussi important de donner un exemple d'indicateur d'ici 6 mois. Donc, on le formule dans le passé. Il y a des exemples sur la capture, je vous laisserai regarder. De définir aussi la valeur, enfin la data de l'indicateur à, par exemple, 0, donc maintenant, et la cible que l'on veut atteindre d'ici 3 mois, 6 mois. Donc, pareil, se donner un but pour pouvoir évaluer si on est dans les temps ou pas. Et il faut qu'il soit mesurable, donc qu'il y ait un moyen de mesurer l'indicateur. Donc ça, c'est toute la partie collecte de données. Donc pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on fait le lien tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un indicateur seul ne sert à rien. Il faut qu'il y ait des données, qu'on puisse le mesurer dans le temps et qu'on puisse comparer en fait pour savoir si on va ou pas dans la bonne direction. Ah. Là, je te passe la main, Audrey, pour les exemples. Je vais reprendre la main sur le support. Comment on enlève la barre d'outils, là, Paloma? Ça me gêne. Je sais pas. Si, c'est les trois petits points haut à gauche. Là. Ah, tu peux masquer, occulter. Merci beaucoup. C'était assez gênant. Alors du coup, donc, jusqu'à maintenant, on vous a parlé de beaucoup de notions théoriques, entre guillemets. On vous a explicité, voilà, les indicateurs, qu'est-ce que c'est, les typologies, comment on les sélectionne, quelles sont les différences entre les indicateurs. Et en fait, ça, comment ça se traduit dans le réel? Donc c'est un petit peu, là, le but, c'est de regarder un peu des exemples ensemble. Dans un premier temps, on va prendre un exemple grand public d'un outil qui n'est pas un outil du service public, hein, mais qui est un outil qui a une vocation à avoir quand même un impact sur la société. Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail avec des outils, enfin des solutions
du service public. Donc dans un premier temps, on va parler de Too Good To Go. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Too Good To Go, c'est une application en fait qui a été lancée il y a en 2016, hein, ouais, en 2016. Et l'objectif, c'était de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, comment? En faisant en sorte que les invendus en fait des commerces puissent être achetés sous forme de panier par des particuliers à un coût inférieur au prix de vente de départ. Et le but, c'était de lutter donc contre le gaspillage alimentaire. En ce qui concerne Too Good To Go, l'impact, il est assez simple, entre guillemets, à mesurer, dans le sens où leur North Star métrique, donc l'indicateur, un peu l'étoile du Nord, qui est un peu leur boussole, ça va être le nombre de repas sauvés, donc sauvés sous-entendu pas jetés en fait à la poubelle, et on parle de repas qui pouvaient être encore consommés, hein, de denrées consommables, sauvés dans le monde. Donc là, en l'occurrence, on vous a mis une capture d'écran en fait de leurs statistiques entre 2016 et 2023, et on voit en fait que cette courbe, elle est exponentielle. Et en fait, c'est grâce à cet indicateur-là qu'ils arrivent à se rendre compte en fait de l'impact de leur solution. En ce qui concerne les impacts collatéraux, on peut en parler dès maintenant parce qu'on sait, il y a eu pas mal de discussions justement sur Too Good To Go, et il y a des gens en fait qui estiment que, notamment des associations, que Too Good To Go en l'occurrence, donc c'est bien, ça sauve des repas, mais potentiellement ça fait moins de denrées à récupérer pour les associations qui récupéraient avant qui auraient pu récupérer des denrées alimentaires pour le redistribuer gratuitement. Ça, en fait, c'est ce qu'on peut apparenter potentiellement à un impact, et potentiellement négatif, si effectivement c'est quelque chose qui est mesuré et on se rend compte qu'effectivement ça a un impact sur les associations et leur capacité à pouvoir proposer ensuite des denrées gratuites. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est effectivement on peut avoir une mesure d'impact et on peut avoir un impact positif sur le problème qu'on cherche à adresser, donc là en l'occurrence le gaspillage alimentaire. Mais en parallèle, on va faire bouger quelque chose, mais ça va faire bouger d'autres choses derrière. Et c'est des choses qu'il faut prendre en compte aussi dès le début de sa réflexion, dès qu'on commence à réfléchir à l'impact. On va penser au positif, mais aussi, il faut aussi avoir en tête que potentiellement, il va y avoir des impacts collatéraux, et c'est des choses qu'il faut garder en tête. Mais en tout cas, on a voulu prendre un exemple simple qui parle à peu près à tout le monde, le gaspillage alimentaire. Effectivement, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait moins de repas qui soient achetés et qui soient consommés, on lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'était le premier exemple qu'on voulait vous présenter. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans notre contexte à nous, on va vous parler ce qu'on appelle les services numériques à impact national. Donc en l'occurrence, ce sont des services qui ont démarré comme étant des startups d'État, donc qui ont suivi la même démarche qu'on vous a présentée au tout début. Et en fait, ce sont des services qui ont été construits pour répondre à une problématique. Et puis, au fur et à mesure en fait du déploiement de la solution, ils se sont rendus compte que effectivement l'impact était vérifié, donc que l'objectif de départ était atteint, et effectivement, en le faisant grandir, ce sont devenus des services en fait nationaux, des services numériques nationaux. On peut prendre des exemples comme réfugiés.info. Donc en l'occurrence, c'est une plateforme qui permet en fait de fournir de l'information simple et traduite aux personnes réfugiées et à leurs accompagnants. En l'occurrence, ils ont plusieurs indicateurs d'impact. Et pour tous les exemples qu'on vous met à disposition là, il y a plusieurs indicateurs d'impact. Et ce qui va être intéressant de regarder, c'est que en fait, en fonction du sujet et en fonction de l'impact qu'on cherche à avoir, on ne va pas en fait s'appuyer sur les mêmes indicateurs. Donc ça veut dire que potentiellement, là on parlait de Too Good To Go, le nombre de paniers repas à sauver, donc effectivement, cet indicateur-là était pertinent dans le cadre de cette problématique-là, mais peut-être qu'en fait, en fonction de la problématique, c'est peut-être pas un nombre qui va être important, ça va être un pourcentage, une évolution, ça va être l'avis, en fait, le ressenti des utilisateurs qui peut être la métrique principale, et ça on va le voir sur les exemples qui vont suivre. Donc réfugiés.info, en l'occurrence, ils ont 110 000 visiteurs uniques par mois, et l'indicateur qui est un peu leur North Star métrique, c'est que 80% des personnes réfugiées interrogées disent avoir gagné du temps dans leur démarche. Et donc ça,
et on en parlera après. Donc, comment collecter un petit peu ces données? Bah, en l'occurrence, on est parti sur un sondage qui a permis en fait de recueillir cet avis. Donc, c'était pas juste en observant le nombre d'utilisateurs qui venaient sur la plateforme ou le nombre de dossiers, etc. C'était vraiment la North Star métrique, pour le coup, là, est basée plutôt sur le ressenti des utilisateurs. En ce qui concerne Mano, donc l'exemple qu'on a au milieu, donc soutenir les équipes mobiles qui visent à améliorer la vie des populations en rue et favoriser leur réinsertion. Là, en l'occurrence, on sait qu'il y a 325 000 personnes suivies, 442 organisations utilisatrices, donc les associations, des partenaires sociaux, etc. Et 95,5% des utilisateurs sont globalement satisfaits de leur expérience. Donc là, en l'occurrence, idem, on part plutôt sur la mesure en fait de la satisfaction des utilisateurs, qui sont les partenaires sociaux, donc principalement, de l'outil. Et on a aussi une métrique qui parle des bénéficiaires. En l'occurrence, les 325 000 personnes suivies, ce sont les bénéficiaires en fait de la solution. Ce ne sont pas les utilisateurs directs de la plateforme. Donc, c'est important aussi de voir qu'on peut quantifier, mesurer les choses par rapport à ces utilisateurs, à ces bénéficiaires, et potentiellement, en fonction de l'impact qu'on va chercher à avoir, bah, peut-être que ça va être des indicateurs qui concernent les bénéficiaires qui vont être les plus importants, et c'est ça qui va être la boussole, d'autres qui vont être sur les utilisateurs finaux, etc. Donc en fait, en fonction du contexte, on ne va pas choisir les mêmes. Donc, il faut bien en fait faire cette démarche pour pouvoir déterminer quels sont les bons à l'échelle de notre sujet et de la solution qu'on cherche à créer. Je vais passer à la slide suivante. On a d'autres exemples. Il y en avait un qu'on trouvait pas mal. C'était France VAE en fait Ouais. qui Ah permettait de oui, montrer l'évolution. le taux d'abandon du parcours. Ouais, c'était celui-là. Donc celui du milieu, donc France VAE. Donc en l'occurrence, la mission, c'est de faciliter l'obtention d'un diplôme en validation des acquis d'expérience, donc la VAE. Donc les résultats en fait par rapport à l'impact de la solution, c'est que donc les délais de traitement sont passés de 3 mois à 1 mois, donc de traitement des dossiers, et qu'en fait on est passé de 90% d'abandon du parcours pour pouvoir justement faire cette validation des acquis de l'expérience à 11% aujourd'hui. Et qu'il faut maintenant 8 mois pour obtenir une VAE contre 18 mois avant le lancement du service. Donc en fait, là pour le coup, c'est une métrique qui permet de comparer l'avant et l'après, donc l'évolution en pourcentage, qui permet de montrer et de démontrer l'impact. Alors qu'à contrario, on va regarder l'exemple sur la droite, donc Ajuste. Donc la mission, c'est d'aider les juridictions dans l'affectation de leurs ressources humaines pour réduire les délais en justice. Les résultats et l'impact, ça va être plutôt mesuré d'une autre façon. Donc en l'occurrence, couverture quasi totale de la cible initiale avec 157 tribunaux sur 168 qui utilisent le produit. Donc en fait, on se rend compte que là, le nombre de tribunaux qui utilisent le produit peut déjà être un bon indicateur d'impact pour montrer qu'effectivement, c'est un produit qui est adopté, dont les gens se servent. Et il y a 500 utilisateurs actifs mensuels sur un potentiel de 900. Donc pareil, le fait de savoir en fait si le déploiement il s'est fait dans 157 tribunaux, mais il aurait pu se faire et potentiellement ne pas avoir d'utilisateurs actifs, le fait de combiner les deux métriques permet de se rendre compte qu'effectivement, c'est un produit qui semble être utile et qui est utilisé pour le coup. Donc voilà. Et en fait, en fonction de ce que vous allez vouloir regarder, donc l'utilité, l'impact, c'est la même chose, comme vous le disait Paloma, l'utilisabilité, donc la facilité d'utilisation d'un outil, est-ce qu'ils sont satisfaits de la navigation, si on parle d'un site internet ou d'une application, est-ce que la solution est facile à prendre en main, etc. Ou alors, l'utilisation, c'est l'adoption. Et en fait, en fonction de l'impact qu'on cherche à avoir, on ne va pas forcément regarder les mêmes métriques et il faut parfois en combiner plusieurs pour pouvoir avoir voir les choses réellement telles qu'elles sont. Je te repasse la main, Paloma, sur la collecte. Oui, merci Audrey. Alors, donc là, on a vu les indicateurs, quelques exemples, et finalement, comment on va récupérer des données, quoi. Parce qu'il faut alimenter en fait tous ces indicateurs. Donc on va voir un petit peu un focus sur cette partie collecte. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par collecte? La collecte, c'est un processus à la fois de recueil, d'analyse et d'interprétation des informations qui vont nous permettre d'évaluer les effets du produit.
On va distinguer 2 types de données complémentaires. On en avait déjà parlé, lors de la recherche, mais du coup, ben, on revient dessus parce que c'est très important. Il y a, les données quantitatives, donc ça va plutôt être des informations chiffrées qui vont permettre d'objectiver l'impact, à travers des indicateurs mesurables. On présentera un petit peu sur une map les différentes méthodes et les différents types de données. Et on a le deuxième type de données qui sont les données qualitatives qui, elles, vont permettre d'offrir une compréhension plus approfondie des perceptions et des expériences des parties prenantes ou des utilisateurs. Donc là, c'est plutôt au travers d'entretiens, d'observations, de témoignages. Et donc, c'est l'analyse de ces différents types de données qui va permettre à l'équipe produit et aux parties prenantes de tirer des conclusions, de prendre des décisions pour améliorer le service et le produit. Alors, plusieurs étapes dans la collecte. Tout d'abord, l'identification des méthodes adaptées. Parce qu'en fait, il existe de nombreuses techniques de collecte de données. Elles ont à la fois des avantages et des inconvénients. On avait présenté, là je vous renvoie vraiment au webinaire sur écoute et observation des utilisateurs, où on avait présenté quelques exemples de méthodes en présentant les avantages et les inconvénients. Donc voilà, l'idée c'est de combiner plusieurs méthodes pour avoir une évaluation qui soit la plus complète et la plus représentative. Donc une fois qu'on a identifié nos méthodes, il va falloir planifier la collecte. Planifier la collecte, ça veut dire s'interroger comment ça va se faire, qui est concerné, donc les utilisateurs, enfin qui est concerné, donc plutôt qui au niveau de l'équipe va intervenir dans cette collecte, auprès de qui on va effectuer la collecte, donc ça c'est les utilisateurs ou les bénéficiaires, à quel moment on le fait, pendant combien de temps et où. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de questions à se poser avant même de lancer la collecte. Donc là, on revient sur les notions qu'on avait déjà vues. Donc ça veut dire potentiellement recruter des utilisateurs qu'on avait déjà ou des nouveaux utilisateurs. Donc, on a vu que ça prenait pas mal de temps. Le recrutement est un sujet à lui tout seul. Il va falloir préparer des supports ou faire des développements spécifiques, par exemple, pour collecter des données, des statistiques, etc. Ou d'implanter des outils. Donc tout ça se prépare et parfois ça peut prendre pas mal de temps. Une fois qu'on a tout préparé, on peut enfin lancer la collecte et puis après va intervenir la phase d'analyse et d'interprétation des données. Sachant qu'à chaque fois qu'on a un nouvel indicateur, ça veut dire qu'on a potentiellement une nouvelle collecte de données, des nouveaux moyens. Donc voilà, vous avez compris le principe, on refait la même réflexion. Quelques bonnes pratiques pour cette collecte de données, 4 conseils qu'on peut vous transmettre. Tout d'abord, c'est vérifier la fiabilité et la représentativité des données. Donc, ça veut dire s'assurer que les données sont complètes et exactes avant de pouvoir les utiliser. Donc, c'est la solidité de la donnée sur laquelle on va se reposer quand même pour prendre des décisions. Donc, il faut qu'elle soit fiable. Est-ce qu'il y a des données manquantes ou est-ce qu'il y a des valeurs qui vont être aberrantes ou incorrectes? Donc, c'est quand même avoir une réflexion sur les données qu'on collecte. Deuxième point, ça va être d'avoir différentes sources, multiples ressources. Donc, comme on l'a vu, il y avait différentes méthodes. Donc, ça veut dire qu'on va collecter de la donnée à différents endroits. Et tout ça, en les combinant pour avoir une image qui soit la plus complète possible. J'avais utilisé la dernière fois la notion d'image de photo floue ou nette. Là, c'est le même principe en fait. Et toujours l'idée de la représentativité, donc d'avoir un nombre suffisant de données et de personnes auprès desquelles on allait collecter des informations. Troisième point, c'est la conservation des données. C'est de conserver des traces. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez être amené, on peut vous interroger sur l'origine des informations que vous utilisez. Donc c'est toujours cette idée de transparence, de confiance. Donc il faut garder les traces de la collecte que vous faites, des données que vous collectez. Et ça va vous aider à vérifier l'exactitude des données et puis repérer des erreurs éventuelles ou bien de rendre des comptes, de pouvoir asseoir vos résultats. Et le dernier point, c'est tout ce qui est le stockage des données, donc en toute sécurité. Donc il faut aussi avoir une réflexion sur à quel endroit je stocke mes données, est-ce que je les stocke à un endroit sûr, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être perdues ou corrompues, de planifier des sauvegardes et d'utiliser des dispositifs de stockage sécurisés, puisque vous pouvez être amené à collecter des données qui sont sensibles ou à caractère personnel. Donc il y a évidemment tout un sujet sur les données
qui est très important. Alors, je parlais des méthodes de collecte des données. Donc, on a repris la carte qu'on avait présentée précédemment. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, je vous réexplique. Donc, il y avait deux axes. L'axe horizontal, donc qualitatif, quantitatif. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, finalement, le qualitatif, ça va être plutôt le pourquoi et le comment. Et le quantitatif, c'est plutôt le combien. Donc, en termes de volume. Et l'axe vertical, donc on va s'intéresser soit à l'attitude, c'est-à-dire ce que disent les utilisateurs, et la partie comportement sur ce qu'ils font. Sur l'impact, donc par rapport aux indicateurs qu'on a indiqués, on va être plutôt sur la partie de droite, c'est-à-dire tout ce qui est quantitatif. Et on va interroger soit l'attitude, soit le comportement. Et donc on retrouve du coup dans cette partie donc des moyens de collecte tels que les questionnaires, des études de désirabilité, donc des échelles standardisées qui vont nous permettre d'obtenir un volume assez conséquent de données, donc qui répondent aux exigences que j'ai expliquées tout à l'heure. Et il y a toute la partie analytics, donc mise en place d'outils type Matomo par exemple, pour collecter là aussi un grand nombre de données et de pouvoir suivre dans le temps l'évolution des indicateurs. Voilà, bon, pareil, je rentre pas dans le détail de cette map qui pourrait être encore plus complète, mais qui vous montre l'exhaustivité, enfin, pas l'exhaustivité justement, mais la multiplicité des méthodes qui sont à disposition et le fait de les combiner, en fait, et d'utiliser les méthodes qui s'adaptent le mieux à votre sujet. Je te repasse la main, Audrey, pour le troisième volet, donc qui consiste à comment on utilise maintenant toutes ces mesures d'impact. Oui. J'ai oublié de vous dire une petite chose tout à l'heure sur quand je vous ai donné les exemples de services à impact national, mais on en parlera en conclusion, je le précise juste pour ne pas oublier. Donc, une fois qu'on a préparé toute cette réflexion sur la collecte de données pour l'impact, qu'on a mesuré donc cet impact, qu'est-ce qu'on fait en fait de tout ça? Pour le coup, on va analyser ces données pour pouvoir en tirer des conclusions, des enseignements. Et ça va aussi servir à piloter en fait le produit, informer les partenaires, donc les parties prenantes en fait de votre sujet, et potentiellement réorienter vos actions et, dans le meilleur des cas, améliorer en fait l'impact que vous souhaitez avoir avec votre solution. Donc en l'occurrence, quelques petits éléments à savoir. Donc pour pouvoir utiliser les mesures d'impact, on vous préconise en fait de faire des points réguliers donc sur l'atteinte des objectifs. C'est ce qu'on vous montrait un petit peu sur le double diamant. Vous avez vu des petites mains qui montraient un petit peu quand est-ce que vous deviez potentiellement faire de la mesure d'impact. En fait, c'est tout le long en fait de votre démarche. C'est très important de se réinterroger régulièrement pour savoir effectivement si on va dans la bonne direction ou si ce qu'on avait pensé être potentiellement une solution pour avoir de l'impact n'est peut-être pas la bonne, peut-être qu'il faut pivoter, peut-être qu'il faut changer un peu son fusil d'épaule. Donc pour le coup, on va faire en sorte de regarder les indicateurs qui sont utilisés pour vérifier en fait que c'est toujours pertinent par rapport au contexte actuel de la startup. Le contexte de la startup peut évoluer, hein, c'est possible. Si tel était le cas, donc s'il y avait justement des problématiques pour lesquelles on avait besoin de pivoter, on va se fixer des nouveaux objectifs et on va définir des nouvelles actions qui vont permettre de mieux atteindre en fait les objectifs. Donc qui ça concerne? En l'occurrence tous les membres de l'équipe, donc les entrepreneurs, les coachs, les développeurs, les UX designers. Et aussi, très important, les sponsors, donc les personnes qui vont potentiellement donner le go ou le no-go sur le financement en fait de votre solution et du projet que vous êtes en train de mener. Mais pour ça, du coup, faut déjà donc avoir identifié les indicateurs et collecter les données pour mesurer l'impact. Il faut déjà avoir fait tout ce qu'on vous a dit dans les étapes 1 et 2, tout ce qu'on vous a présenté précédemment. Donc les bonnes pratiques et la posture à avoir, du coup, c'est de prendre du recul. C'est pas toujours évident, hein. On a souvent la tête dans le guidon, comme on dit, ce qui est normal. Mais c'est important de faire ce pas de côté, alors quitte à se fixer un petit peu des temps, en fait, des temps impact, des temps de mesure d'impact régulièrement à échéance, avec une périodicité régulière, ça peut aider. De persévérer aussi, s'adapter. Effectivement, on se rend compte que potentiellement on va dans une direction qui n'est pas la bonne, mais ça ne veut pas dire que tout est fini, hein, que tout est que voilà, on peut se réinterroger, voir un petit peu comment justement on pourrait adapter et pivoter.
Il faut garder en tête les objectifs de départ, ça c'est très important, et le périmètre qu'on a défini. Il faut communiquer les résultats auprès de ses sponsors, c'est très important, pour montrer où vous allez et surtout que vous savez où vous allez et où vous souhaitez aller. Et ce qui est parfois le plus compliqué, c'est, ça arrive, c'est de savoir accepter potentiellement l'arrêt en fait de sa startup, si on se rend compte que il n'y a pas d'impact, et que votre solution, on se rend compte qu'en fait c'était pas la bonne. Et j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous aurez expérimenté quelque chose, qu'on va tirer les enseignements de tout ça et que ça pourra servir par la suite en fait pour d'autres sujets potentiellement, pour des personnes qui pourraient reprendre derrière vous. Et on a prouvé par A plus B qu'en fait c'était pas une bonne solution. Et le fait de travailler en mode produit fait qu'on s'interroge et on itère régulièrement, et ça empêche de se retrouver dans une situation où on va se lancer tête baissée dans quelque chose, qu'on va faire perdurer et durer et durer pendant des années. On se réinterroge au fur et à mesure. Donc logiquement, toute cette réflexion à périodicité régulière, elle permet justement de ne pas partir dans des tunnels en fait de décisions en fait qui n'évolueraient pas avec le temps et avec le contexte. Les points d'attention. Donc, il faut évaluer l'évolution du contexte, donc comme je viens de le dire. Suivre régulièrement les indicateurs, c'est très important. Et trouver de nouveaux indicateurs plus adaptés au contexte pour qu'ils soient toujours pertinents. Donc, c'est pas parce qu'on a fait ce travail avec les indicateurs et qu'on a mené une réflexion que ça veut dire que c'est fini. Non, il faut toujours réinterroger un petit peu ces indicateurs et voir s'ils sont toujours pertinents ou pas. Donc, comme je vous le disais, en gros, à quoi sert l'impact? Pour le coup, il y a une grosse part qui va permettre de savoir comment arbitrer en fait les décisions que l'on prend. On s'en sert comme une boussole et c'est un outil d'aide à la décision, donc qui permet d'orienter la progression de son service ou de son produit, si on parle d'un produit numérique notamment. Donc il est crucial de savoir arrêter ce qui n'est pas en lien direct avec l'impact. Potentiellement, vous allez travailler sur une solution, exemple, un site, une application, pour lequel vous avez X, Y, Z fonctionnalités dessus. Peut-être qu'on va se rendre compte que l'utilisateur, il n'utilise pas tout ce qu'il y a sur l'application sur le site. Peut-être qu'en fait, on se rend compte que c'était pas pertinent. On se rend compte avec l'usage, on observe les utilisateurs, on observe les chiffres, on regarde les indicateurs, et on se rend compte qu'en fait, ça, c'était pas pertinent. Et en fait, c'est ok de se dire, si c'est pas pertinent, ça on l'arrête, ou alors ça, il faut le modifier, il faut pivoter. Et c'est le fait justement d'avoir des éléments tangibles qui permettent en fait d'observer tout ça, qui permet en fait d'avoir de pouvoir arbitrer en fait de façon éclairée. Et pas uniquement se dire, peut-être qu'on devrait arrêter, peut-être que voilà. Et c'est dur en fait justement de lâcher potentiellement des sujets sur lesquels on s'est investi, sur lesquels il y a des équipes qui ont travaillé, qui ont passé du temps, des heures. Et en fait, il faut pouvoir avoir des éléments factuels qui permettent justement d'arbitrer de façon factuelle, quoi. Et en l'occurrence, donc là, le petit schéma qu'on vous présente, l'utilité, on revient toujours à la notion d'utilité, d'utilisabilité et d'utilisation. Il y a plein de choses potentiellement qui vont être inutiles. Des fois, on a plein d'idées et on trouve que voilà, c'est génial, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et c'est très important en fait de re-questionner cette utilité parce qu'en fait, il va falloir faire des arbitrages. L'utilisabilité, c'est pareil. Une fois qu'on a questionné l'utilité, on va produire quelque chose, on va produire une solution et l'utilisabilité, elle va s'observer, elle va se mesurer par ce que les gens vont faire et comment ils vont prendre en main la solution. Et en fait, parfois, il y a des éléments qui ne vont pas être utilisables correctement, c'est-à-dire que c'est peut-être mal conçu, c'est peut-être pas pertinent, ou alors le contexte a changé, donc les gens ne s'en servent pas, ou ils ont beaucoup de mal, etc. Donc, l'utilisabilité, pareil, même si c'est quelque chose qui arrive un petit peu en entonnoir comme ça, il peut encore y avoir des éléments, on se rend compte que c'est pas correctement fait, donc il faut pivoter. Ou alors il faut arrêter certains éléments. Et le but, c'est d'en arriver à quelque chose qui soit utilisé, en fait, dans son essence, et toujours rester sur cette colonne vertébrale qui remplit, en fait, ces trois critères. L'utilisation, l'utilisabilité et l'utilisation, de la solution. Enfin, pour s'organiser et prioriser un petit peu et pour pouvoir s'améliorer. Donc là, c'est peut-être que c'est des petits conseils comme ça en vrac. Il vous faut une feuille de route. Ça, c'est hyper important. En fait, par rapport à l'atteinte, justement, des indicateurs d'impact.
il faut quand même savoir avoir une boussole et savoir où on souhaite aller. Et ça, il faut le mettre à l'écrit, le mettre à plat en fait, pour que vous ayez un document qui permet en fait de toujours se référer à cette boussole. Il faut mesurer et recueillir très régulièrement les retours des utilisateurs, que ce soit qualitatif ou quantitatif. Donc que ce soit pour mesurer l'utilisabilité. Donc on observe les utilisateurs, on leur fait tester des choses, ils utilisent la solution, on regarde un peu comment ils se comportent sur l'outil ou sur le avec les je parle d'outils, mais ça peut aussi être la solution peut aussi être des process, hein, c'est pas uniquement quelque chose de tangible. Il faut en fait regarder le terrain. C'est la meilleure façon en fait de se rendre compte concrètement de est-ce que la solution que vous proposez correspond aux utilisateurs et si cette solution a aussi de l'impact sur les bénéficiaires que vous cherchez à atteindre par ricochet. Il faut prioriser les actions par rapport aux usages et aux freins qui ont été identifiés pour démultiplier justement l'impact. Il peut y avoir des maillons faibles, ce qu'on appelle des maillons faibles dans la chaîne de création de valeur. Bah, ça, il faut les identifier pour pouvoir se dire, ok, bon bah ça, c'est pas pertinent, on pivote ou on arrête. Il faut prendre des paris ambitieux, mais pour pouvoir se dire qu'on prend des paris ambitieux et voilà, il faut vite aller tester pour regarder bah, si finalement, est-ce que ça a de l'impact ou pas et pas se lancer justement dans des grands développements qui coûtent très très cher et qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication des équipes. Tester petit d'abord et aller tout de suite voir sur le terrain concrètement si c'est pertinent ou pas. Il faut toujours vérifier ces idées avec des vrais usagers. Ça, on insiste beaucoup là-dessus avant de lancer les développements parce que bah, ça arrive souvent qu'on puisse se dire ok, très bien, on a une idée précise, on a écouté quelques utilisateurs, on se rend compte de la problématique, on sait qui sont nos utilisateurs, on les connaît, c'est bon, on les a listés. On est sûr que c'est bon, c'est ok, la solution, c'est la bonne. Bah, peut-être qu'en fait, toute votre recherche utilisateur qui est très souvent basée sur du qualitatif, donc on va interroger les gens, c'est du déclaratif, entre ce qu'ils disent quand vous les interrogez et ce qu'ils font réellement dans leur contexte réel de la vraie vie, il peut y avoir un gap. Donc pareil, rien ne vaut une expérimentation sur des vrais usagers. Pas vos collègues de bureau qui sont à côté de vous et qui sont dans le même contexte que vous et pour lesquels potentiellement vous allez peut-être déjà avoir parlé du sujet et qui peuvent être biaisés, etc. Le but, c'est d'aller voir des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vos solutions, qui sont concernées par votre problématique et voir justement comment ils se comportent avec et voir justement si ça peut avoir de l'impact sur ces personnes-là. Et ensuite, réviser vos plans en permanence en fonction de ce qu'on apprend sur le terrain. Donc voilà, c'est une démarche itérative. Plus on a des enseignements, plus ça permet de se réinterroger, etc. Ainsi de suite. Les rituels. Donc tout à l'heure, on parlait justement du fait d'avoir des temps en fait justement pour s'interroger. Donc ça peut potentiellement être des rituels d'équipe et en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez, vous allez avoir des périodicités qui vont être différentes. On peut parler de stand-up si vous travaillez avec des points quotidiens. Ça peut être des sprints, des revues, des rétrospectives. Qui se passent toutes les 2 semaines, donc là c'est plutôt la périodicité du sprint, des cycles avec des objectifs, donc potentiellement trimestriels, et ça peut aussi se faire dans d'autres cadres, des rencontres physiques ou d'autres événements, des team building, des séminaires, etc. Je pense que j'ai fait le tour, Paloma, j'ai été un peu longue sur la fin. Non, non, c'est très bien. Peut-être je vous propose, comme il nous reste 7 minutes, de prendre un petit temps de questions-réponses et on passe le tableau qu'on avait prévu et comme ça, après, on finira par les ressources et la clôture. Ouais, ça marche. Du coup, est-ce que vous avez potentiellement des questions par rapport à tout ce qu'on vient de vous délivrer? Ça fait beaucoup d'informations, hein, on en a conscience. C'est un morceau pas forcément toujours très évident la mesure d'impact. Il y a eu plein d'éléments, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat ou même ouvrir vos micros si vous souhaitez poser des questions, apporter des précisions ou autres. Ou nous faire un retour si pour vous ça a été clair, moins clair. N'hésitez pas. Quelqu'un se lance. C'est lâché.
pour les Alors c'est étudiants. vrai que ouais. Il y a plein de similarités avec la démarche projet, hein. Parle-moi si tu veux, on peut aussi rebondir là-dessus. Oui, il y a des similarités. Après, c'est vrai que là, on parle, on a vraiment fait un focus sur l'impact et c'est un peu le même discours qu'on a eu au moment du webinaire sur l'écoute et l'observation des utilisateurs. Bon, alors évidemment, nous, de par notre métier, où on fait vraiment le focus sur cette partie-là, mais il faut bien voir que tout ça s'articule en fait. Donc tout est corrélé, les utilisateurs, l'impact. On a essayé de rendre le plus logique possible, enfin avec notre logique, mais en espérant que ce soit clair, comment les différentes parties s'articulaient. Et c'est vrai, comme tu le disais Audrey, des fois on a tendance à avoir un peu la tête dans le guidon. C'est cette idée de prendre de la hauteur et de revenir sans cesse, d'avoir vraiment des guides. Donc cette idée de boussole, de North Star métrique, ou même de se dire, bah voilà, dès que je fais quelque chose, je prends l'habitude d'aller sur le terrain, d'aller auprès des utilisateurs. Ça, c'est des réflexes en fait qu'il faut acquérir. Donc bon, là, nous on le dit dans un webinaire, mais c'est vrai que bon, bah, dans la vraie vie d'un projet ou d'une start-up, au début, c'est pas évident de l'intégrer. Et, c'est voilà, en gros, il faut essayer, faut se lancer. Là, on n'en a pas trop parlé, mais c'est l'idée aussi d'avoir de s'autoriser à se tromper. En fait, on a droit à l'erreur. Par contre, faire la même erreur 2 fois, bon, c'est plus embêtant. Donc c'est voilà, d'être toujours dans ce mode de fonctionnement, de s'interroger, de s'ouvrir, de prioriser, etc. Et du coup, ouais, je voulais rajouter quelque chose en fait. Tout à l'heure, quand on parlait justement des services à impact national, en fait, les exemples qu'on a pris pour vous donner un petit peu des illustrations, hein, de mesures d'impact et de comment on pouvait justement utiliser des indicateurs et comment ça se traduisait au niveau de la mesure de l'impact, on a pris en fait des exemples qui ont des impacts très grands. Donc service numérique à impact national, Too Good To Go qui est un produit grand public, hein, qui a beaucoup d'utilisateurs dans le monde. Mais en fait ça s'applique aussi sur des démarches beaucoup plus petites. Et on a pris des exemples parce que c'était parlant en fait, et c'était plus facile aussi de trouver des chiffres pour pouvoir préparer la présentation. Mais en fait, toute cette démarche, elle est identique, peu importe le stade auquel vous êtes sur votre projet. En l'occurrence, Too Good To Go, ça a démarré, c'était une application, c'était pas l'application que c'est aujourd'hui. C'était un beaucoup plus petit produit numérique. Ils ont testé sur des petits périmètres pour ensuite grossir au fur et à mesure. C'est pareil avec les services à impact national. Avant d'être des services à impact national, c'était des services tout court. Après les services à impact, et après à impact national. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la confirmation de l'impact et du fait d'avoir su pivoter et justement d'avoir su euh, se servir un petit peu des indicateurs qui donnent en fait de la connaissance et de l'apprentissage, que justement on peut se dire ok, bah, je vais pivoter dans ce sens ou dans un autre pour pouvoir justement grandir et toucher de plus en plus de monde. Mais en l'occurrence, et je vois par exemple sur des sujets qu'on traite actuellement, on est sur des périmètres qui sont à l'échelle de ce qu'on vous a montré, qui sont beaucoup plus petits. On parle de solutions qui concernent des services. Là, on travaille sur un sujet, Réponse Plus pour ne pas le citer. On est en train de réfléchir, de mener une réflexion sur des services qui se situent dans 3 préfectures. On n'est pas en train de s'interroger sur l'ensemble de préfectures de France pour l'instant. Voilà, donc on commence petit, on vérifie l'impact sur un petit périmètre, et ensuite, au fur et à mesure que l'impact est vérifié, eh ben, on va étendre un petit peu le produit, la solution et ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est hyper important de ne pas en fait se sentir justement petit, entre guillemets, par rapport aux exemples d'impact dont on peut entendre parler. L'impact, c'est pas uniquement des millions d'utilisateurs. L'impact, c'est de se dire, j'arrive à atteindre mon objectif et j'arrive à adresser ma problématique. Si votre problématique elle concerne un service avec, je sais pas, 30 personnes dedans et que vous arrivez à atteindre votre objectif, c'est déjà génial.
Donc voilà. Et ça peut prendre du temps en fait de trouver aussi enfin, l'impact, même l'étoile du Nord là, dont on parlait, ou d'autres indicateurs. C'est pour ça qu'on a insisté aussi sur la notion de persévérance et d'adaptation. C'est que on ne trouve pas du premier coup, quoi. Il y a cette idée que le chemin n'est pas rectiligne, hein. Loin de là. Alors, il est 30, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il m'a semblé qu'il y a quelqu'un qui essayait d'écrire, mais je ne vois rien s'afficher. Donc, c'est peut-être la dernière possibilité, même si vous voulez ouvrir le micro pour poser une question ou nous faire part de vos retours. En attendant, j'ai repris la main Audrey, du coup, sur Ouais. la présentation. Juste pour évoquer un petit peu la suite. Voilà, c'était un petit peu une petite introduction, on va dire, sur l'impact. Comme je l'ai dit au début, en fait, il y a différentes ressources au-delà du webinaire. Donc, il y a toute une documentation qui existe, et notamment, depuis cette année, on a mis en ligne une partie de notre documentation qui est plus normalement sur PPT à destination vraiment des sujets qu'on accompagne, qui vous donne voilà, différentes notions. Le guidebook, d'ailleurs, je peux aller dessus peut-être pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je vais partager. Voilà, je ne sais pas si on voit bien mon Ouais, écran. nickel. Donc, c'est une documentation en ligne, hein, qui est accessible à tous. Donc, on va vous envoyer de toute façon, dans quelques jours, un mail récapitulatif des ressources à disposition, le support du webinaire, le replay de ce webinaire et des précédents, qui seront accessibles. Voilà, vous pourrez y retourner. Et donc sur le guidebook, on retrouve donc un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc une présentation de la fabrique, du guide, de la démarche, donc comme on l'a vu, et vous avez des guides méthodos donc sur l'investigation et sur la conception. Donc, alors si on va donc là, par exemple, dans conception, vous allez définir les mesures d'impact. Alors, comme je le disais, c'est un nouveau webinaire, donc c'est une doc qui est un petit peu en cours. Donc, on va essayer de compléter au mieux avec ce qu'on a présenté aujourd'hui, le guidebook. On était un petit peu en décalé. Donc, du coup, vous retrouverez voilà, la plupart de ce qu'on a présenté en ligne, et aussi d'autres informations sur voilà, on a parlé, écouter, observer les utilisateurs, comprendre l'écosystème. On vous laisse farfouiller dans tout ça. Il n'y a pas forcément de template, de méthodo, mais c'est vraiment des notions et des comment faire un peu à l'image de ce qu'on a présenté aujourd'hui dans le webinaire. Je repasse sur la presse. J'arrête le partage. Voilà. Et il y a aussi donc une série de vidéos, alors pas sur l'impact, mais notamment sur tout ce qui est entretien utilisateur, conception et les tests utilisateurs, des vidéos relativement courtes sur des points de méthodo précis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des ressources, il me semble. Il n'y a pas une nouvelle question. Non. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, en fait, donc on a enregistré donc ce webinaire, donc il sera disponible en replay. On va vous envoyer aussi le support de présentation, hein, comme pour les précédents webinaires, on va vous envoyer tout ça par email. Dans l'email en question, du coup, on va vous faire un récap un peu global avec les liens des replays des autres webinaires, avec les liens utiles, etc. Donc il sera assez complet et il y aura normalement tout ce qu'il faut dedans. Ça pourra arriver on va se dire, si vous ne le recevez pas d'ici une semaine, inquiétez-vous, mais normalement ce sera fait. On va prendre le temps aussi de bien regarder le support, voir s'il n'y a pas des petites choses à modifier pour vous envoyer quelque chose de stabilisé. Donc je pense que sur ça, on est bon. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, Paloma? Je ne pense pas. Un grand merci pour votre participation. C'est donc notre dernier webinaire de cette session de rentrée, le 3e. Non, merci beaucoup. Merci Audrey et à tous. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas. Ouais. Vous pouvez nous les transmettre, bien sûr. Et puis, non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et puis finalement, on a tenu les délais. Donc,
C'est ça. Donc bravo à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Bonne fin de journée. Oui.